Bonjour à tous, c'est Boulistrade, très heureux de vous retrouver aujourd'hui avec Vasco. Bonjour Vasco. Bonjour Boulistrade, alors on se retrouve après ce classico de dimanche soir. Oui, la joie est de mon côté. Forte en émotion des deux côtés, je pense. Cavani, je te déteste. Mais plus sérieusement, quel coup franc magnifique. Match de qualité, pas forcément footballistique, mais en termes d'émotion, c'est quand même bien vibré. Mais pour une fois, ça faisait longtemps, sincèrement, sans manquer de respect aux Marseillais ou quoi que ce soit, même si j'adore ça. C'est pas sympa. Ça faisait longtemps qu'en tout cas, en tant que Parisien, on n'avait pas eu cette frayeur de perdre un classico. Exact. Parce que le dernier match nul, je vous rappelle, c'était le fameux 0-0 sans tir au Parc des Princes, où on était moins fiers que ça. Mais là, vraiment, c'était un match de très grande qualité. Alors oui, chose de dingue aujourd'hui, on ne va presque pas en parler dans cette grosse émission. C'est quand même assez dingue. C'est-à-dire que maintenant, dans toutes les émissions, on ne fait que de ça, on parle que de ça. On va pas beaucoup en parler parce que aujourd'hui, on va faire donc pas mal d'avis de manière large et sympathique. On va commencer par la Ligue 1. Vasco a un avis sur ce match-là, mais pas vraiment, puisque c'est un avis un peu plus particulier, vous allez voir. Voilà. On va parler des championnats étrangers, on va parler de la Ligue des Champions, de la Ligue Europa, et puis il y aura la petite catégorie en plus, c'est-à-dire que si on a un avis en plus, et bah tout simplement, on peut le dire en plus. Et puis, vous connaîtrez évidemment le gage à la fin de cette vidéo, après la victoire écrasante de ma part au chrono, puisque j'ai gagné. Rappelle-moi le score, Vasco. Je sais plus si c'est 8-3 ou 7-3. C'est un petit 8-3. C'est une victoire écrasante, c'est la première victoire écrasante 8 qu'on a au chrono. Donc maintenant, au score. Non, parce qu'il y a eu un 10 à 11 à 7 pour toi aussi. C'est vrai, mais c'est quand même plus écrasant, je pense, un 8-3 qu'un 7. Bah, parce que 3 points, c'est pas beaucoup. Donc, on va commencer par la Ligue 1. Vasco, tu vas ouvrir le bal sur ton avis avec la Ligue 1. Je sais pas ce que tu m'as dit là. C'est pas grave. Parce que Vasco me fait des signes sans me parler, ce qui est pas forcément évident pour moi parce que je suis un peu con. On va pouvoir commencer maintenant avec donc ton avis sur la Ligue 1 et notamment sur le Classico. Et oui, plus particulièrement une petite déclaration qui t'aurait un peu agacé. Ce qui m'a agacé, c'est le comportement de Mbappé. Oh là là. Donc, comme on le disait, c'est pas footballistiquement parlant, mais plutôt au niveau de son comportement extrasportif, notamment quand il fait des déclarations en disant que l'Olympique de Marseille, donc c'est peut-être le seul match qui leur remporte cette saison, c'est-à-dire le seul match on va dire à caractère plutôt comment tu dirais toi, important finalement. Voilà, et que donc Paris en a plusieurs. Ce qui est pas non plus complètement faux, mais ce qui est pas non plus l'OM a quand même certains matchs cette saison. En fait, il l'a dit, moi je m'en fiche totalement qu'ils disent que c'est vrai que l'OM, pour eux, c'est peut-être le seul match qui a de l'importance, parce qu'au fond, il charrie les Marseillais très bien. Mais quand il dit, moi ce que j'ai compris, parce qu'il a dit une autre phrase dont je me souviens plus exactement, mais en gros, il dit que pour lui, le Classico, c'était pas un match si important que ça. Ah oui, il explique que quand il a signé au PSG, c'était pas pour gagner le Classico, mais pour gagner les titres. Voilà, le Classico, concrètement, genre, tu es Marseille, tu sais que tu gagneras sûrement pas le championnat cette saison, et c'est même sûr. Pour autant, si tu gagnes le Classico, t'es heureux en tant que supporter marseillais. Et en tant que Parisien, tu gagnes le Classico contre Marseille. Si jamais, imaginons Marseille est premier du championnat, il va gagner le championnat, et Paris est genre 4ème. Mais Paris perd donc le championnat, mais en plus, il gagne le Classico contre le premier, qui est Marseille. Oui, dans ta simulation, oui. Donc forcément, t'es heureux. Genre, vous en tant que Marseillais, vous seriez heureux si vous aviez battu le Paris Saint-Germain. Ça, c'est sûr. Qui, entre guillemets, va sûrement gagner la Ligue 1 cette année, genre. C'est même pas sûrement, c'est évidemment qu'ils vont la gagner. Tu me connais, moi, je ne veux jamais m'avancer depuis cette victoire du FC Barcelone contre le Paris Saint-Germain. C'est pas non plus si bête que ça, effectivement. Voilà, je ne m'avance plus. Mais bref, en tout cas, c'est ces termes-là, pour tout Parisien, le Classico est un match important. Et si on veut venir jouer à Paris, c'est parce que on veut gagner. Je dis pas qu'on signe parce qu'on a pour objectif de gagner le Classico, mais on a pour objectif de le jouer. Et quand tu veux jouer un match, théoriquement, quand t'es footballeur, tu veux le gagner. C'est une évidence. Et puis moi, honnêtement, quand il exprime ce genre d'idée-là, il crache sur l'Olympique de Marseille, parce que l'Olympique de Marseille est un grand club et restera à jamais dans l'histoire du foot. Mbappé, j'espère pour lui qu'il restera aussi, mais il est aussi possible qu'il n'y reste pas dans l'histoire du football. Il a craché sur l'histoire du football français en général, mais surtout sur le PSG en disant ça. Mais c'est même pas ça, lui, en plus... prétendu supporter du PSG. Non, mais en plus qu'il fasse des déclarations comme ça alors qu'il a fait un match carrément brouillon. Oui. Il a le mérite au moins de dire qu'il n'a pas été très très bon dans ce match. Mais je m'en fiche, il fait pas des déclarations comme ça. Cavani aurait pu... Il n'est pas non plus exceptionnel, Cavani, mais il met un but. Il met le but qui nous permet d'égaliser et de sortir, entre guillemets, la tête haute avec un match nul de ce match. Un résultat nul sur ce match-là. Oui. Mbappé, il a
été très perso durant tout le match et tout ce qu'il a fait n'a servi strictement à rien. Bah, Jordan Amavi s'est régalé sur le côté gauche. Oui, et même Luis Gustavo, qui s'est fait un plaisir par contre de revenir. Oh là, qui est fort. Il avait juste à glisser son pied et toucher la balle. Et Mbappé, adios. Mbappé, faut qu'il arrête de vouloir dribbler tout le temps. C'est pas Neymar, il a pas ces qualités-là, il a d'autres qualités, jouer en pivot, enfin jouer avec Neymar, un pivot. Même Neymar sur ce match-là, il est pas irréprochable. Alors, on va peut-être arrêter de parler du Classico, mais en gros, ouais, ce que tu veux dire, c'est que le PSG a manqué un peu de respect avant ce match-là, il n'a pas assez bien préparé ce match. En tout cas, ça t'en va. On peut maintenant passer à mon avis, si tu le veux bien, Vasco. Mais je veux bien que tu donnes ton avis. C'est gentil. Tel est le but de l'émission. Mais c'est très gentil, j'attendais que tu me demandes et que tu me dises oui, vas-y Boulistrade. Vas-y Alors, Boulistrade, lance-toi Boulistrade. Tu bah, peux le faire Boulistrade. Je me lance, mais ça va être compliqué parce que se lancer soi-même c'est difficile techniquement parlant. Purée, c'est catastrophique. Ouais. C'est la fatigue les gars, on bosse. Bon, je pense qu'on est fatigué sur chaque vidéo. Oh mon dieu, bah ouais. Oh oui, on est, on est fatigué. Mon avis, c'est tout simplement de dire que Monaco et Nice sont dans la même galère en fait. Et ça s'explique par un mercato estival, d'après moi, plutôt raté, parce qu'il y a eu notamment ces vrais faux départs qui ont pour moi ruiné ces deux collectifs. À Monaco, c'est Lemar et Fabinho qui auraient dû partir. Fabinho, ça faisait 3 ans qu'il était là. Je pense que c'est plus Fabinho qui aurait dû partir. Fabinho Lemar était moins annoncé. Mais je crois qu'il manifestait bien son envie de rester au club, contrairement à Fabinho. Il y a quand même des clubs anglais qui se sont ramenés sur la fin du mercato et oui, Lemar a forcément dû être un moment un peu intéressé par ces opportunités. Comme Mbappé, comme Bakayoko qui au final sont partis. Exactement. Et puis alors, Mbappé qui devait rester de base. En plus, j'ai entendu dire qu'il y a une forme de contrat à Monaco, c'est que les dirigeants veulent que les joueurs restent 3 ans. Et à partir de 3 ans, ils peuvent s'en aller. Quand tu t'appelles Fabinho, ça fait 3 ans que t'es là, et que tu vois Mbappé partir au bout d'1 an, Bakayoko partir au bout de 2 ans, bon, tu te dis, normalement je pars. Un accord aurait été trouvé sur un départ, finalement il n'est pas parti. Ça va peut-être se décanter en janvier. Il devait partir au Paris Saint-Germain pour 60 millions d'euros, mais Monaco a refusé. Ça n'est pas parce que le PSG n'a pas fait d'offre, c'est vraiment la SM qui a dit non, tu ne partiras pas à Paris. Est-ce que tu penses que ça aurait été bien qu'il vienne à Paris? Ah, pour le Paris Saint-Germain, ça aurait été très très bien. Quand je vois Thiago Motta aujourd'hui, je me dis que Fabinho aurait été quand même un peu mieux dans ce système en 4-3-3 qu'Emery veut absolument garder. Ouais. D'ailleurs, il faudra parler d'Emery un moment, mais là, ça commence à devenir un peu n'importe quoi, tout ce qui se passe au PSG. Enfin bon, bref. Et ouais, bah, d'ailleurs, si tu 2 secondes, fais une petite parenthèse quand tu parles d'Emery, c'est le voir, même il dégage une nonchalance, Emery, sur le banc, quand il regarde, on dirait qu'il est abasourdi face à tout ça. Je crois qu'il y est plus, en fait. Oui. Je pense que ses adjoints sont plus dans le match que lui. Ouais, je pense qu'en fait, à Paris, personne ne l'écoute, et donc il n'y est plus. Je pense qu'il n'y est plus du tout. Il n'a pas su imposer ses idées à cause des joueurs, à cause de Nasser, à cause de l'environnement parisien. C'est triste, c'est un mec qui respecte vraiment, je trouve, les clubs là où il... Ah mais c'est un excellent entraîneur. Moi je suis très triste de ce qui se passe en ce moment avec lui. Moi ça m'attriste. Et d'ailleurs s'il peut venir à Marseille, je suis pas contre. On peut faire un échange Garcia-Emery, je suis pas contre. Bah écoute, je préfère reprendre Laurent Blanc, n'importe qui, mais je te laisse Garcia en adjoint d'Emery, ça fait plaisir. Et Garcia il est très très fort, ok. Il est vraiment, ouais. C'est vraiment un coach phénoménal. Bon, donc voilà, pour moi c'est les mêmes galères. Et puis alors à Nice évidemment c'est Jean-Michel Seri. Jean-Michel Seri qui aurait dû partir pendant l'été. Mais ça lui a fait beaucoup de mal. Je comprends ce que tu dis parce que quand on voit même comment dire, les traits qui se dégagent de chaque joueur quand ils jouent, quand ils sont là. Enfin, c'est vrai qu'ils n'ont pas l'air à 100% dans le club, dans leur match. C'est vrai qu'ils essaient de faire leur match à chaque fois, mais au final, ils n'ont pas l'air à 100% et on voit la différence quand ils sont par exemple en équipe de France. Bon, exactement. Fabinho n'est pas en équipe du Brésil, mais même. Et même ça commence à impacter. Moi, quand je vois Lemar par exemple ne pas mettre un corner après le premier poteau, c'est quand même qu'il y a un problème. Il n'y est plus quoi. C'est vrai qu'ils y sont plus, hein, mais c'est dommage pour eux parce que si c'est le cas et qu'ils font une saison comme ça. Un peu catastrophique parce qu'au final s'ils sont plus ils vont pas jouer, ils risquent de plus attirer les clubs qui plus du tout qui attiraient dans le passé. Donc moi ce que je me pose comme question, et on en débattra peut-être un jour, je ne sais pas où ni comment, mais peut-être qu'un jour il y aura ce débat là, quand tu vois le public de Monaco aussi. Oui bah, c'est sûr, mais est-ce que finalement ces deux clubs là auraient dû se séparer de tous leurs joueurs forts et vendables pour récupérer beaucoup d'argent et pouvoir construire de nouveau, rebâtir quelque chose sur un projet de 2 ans. En fait, c'était soit tout, soit rien. Exactement. C'est la question que je me pose. Est-ce que Monaco ou Nice aurait dû tout vendre pour finalement récupérer d'autres choses et pour repartir vraiment sur un cycle nouveau? Oui, à ce moment-là, repartir, et là, ça aurait... C'est clair qu'ils auraient peut-être terminé 3ème ou 4ème.
ils seraient jamais restés en tête du classement comme ça. C'est clair qu'ils auraient dû tout rebâtir. On sait ce que c'est, de rebâtir une équipe, ça prend du temps. Un peu de temps. Ouais. Donc, où c'était soit tout garder. Parce que, par exemple, pour le Ils cas auraient de pu Nice, se permettre de tout garder, je pense. parce que, par exemple, pour le cas de Nice, et puis on finira mon avis là-dessus, Nice, s'ils vendent Jean-Michel Seri pour les 40 millions d'euros vraisemblablement requis, avec 40 millions d'euros, tu peux t'acheter un gardien potable, tu peux t'acheter un défenseur potable, et aujourd'hui, c'est très clairement des problèmes à Nice. C'est son défenseur central Dante qui n'y est plus du tout, et Cardinal qui était déjà pas dingue l'année dernière. Mais il était quand même mieux que cette année. Il était quand même carrément mieux que cette année, il était en surchauffe l'année dernière, là il n'y est plus du tout, quoi. Et avec 40 millions d'euros, tu peux t'acheter aussi un autre milieu de terrain qui remplacerait Jean-Michel Seri. Et même Donc, des latéraux. Enfin, tu peux faire quelque chose avec 40 millions, tu peux reconstruire quelque chose d'intelligent, vu qu'ils ont quand même de très bons recruteurs. Mais ils auraient pu, avec 40 millions d'euros par exemple, garder Ricardo Pereira, tous ces joueurs-là qui sont repartis dans leur club. Exactement. Je pense que s'il y avait des options à lever, ils auraient pu les lever avec les 40 millions. Donc c'est sur ce qu'on va donc partir sur les championnats étrangers. Vasco, ton avis se concentre sur une équipe de Première Ligue qui fait un bon début de saison, mais pas tant que ça en fait. Pas tant que ça, c'est Chelsea. Alors qu'est-ce que tu veux nous dire sur Chelsea? Tout simplement que moi, par leur début de saison, que ce soit en Ligue des Champions ou en Première Ligue, parce que du coup je fais une petite parenthèse Ligue des Champions, Bien sûr. je les trouve pas forcément au niveau. En tout cas, déjà l'année dernière, on sait qu'ils étaient premiers et ils marchaient sur la Première Ligue, donc concrètement on s'attendait à ce qu'en Ligue des Champions ils fassent quelque chose d'énorme. Vous allez me dire, ils sont premiers de leur groupe en Ligue des Champions. Oui, certes. Mais moi je regarde ce qui se passe aussi sur le terrain. Genre, c'est très bien qu'ils soient premiers, mais au final, quand ils font 3-3 contre une équipe comme la Roma, qui est pas censée être la meilleure équipe d'Italie, en tout cas en ce moment, qu'il était en début de saison, c'est vrai, elle faisait un très bon début de saison, mais c'est pas non plus. C'est pas les meilleurs d'Italie. Mais je veux dire, Napoli ou la Juve, c'est même pas ça pourrait être les meilleurs d'Italie, mais c'est pas la même qualité d'effectif qu'il y a à Chelsea. Moi, surtout quand je vous dis ça aussi, où je suis entre guillemets interdicté par leur début de saison, le fait qu'ils pourraient être largement premiers ou second. Je sais pas combien ils sont du classement, ils doivent être 4. Ils sont 4e. Chelsea ils sont 4 ou 5e. Je ne sais plus exactement le classement, mais moi en fait c'est surtout par rapport au mercato qu'ils ont fait. Je trouve que même Conte, il y a un truc qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Pourtant ils ont fait un mercato que je trouve concrètement Chelsea. C'était une équipe que j'aimais pas. Et déjà, moi j'aime toujours pas cette équipe. Et déjà depuis que Conte est arrivé, j'ai commencé à un peu les apprécier. Déjà j'aime certains joueurs comme David Luiz qui est venu à Paris, donc forcément j'ai vu que c'était un mec qui avait le sourire, qui était vraiment un super mec, je trouve. Vous allez me dire, c'est ce gars là qui parle des joueurs parce qu'ils ont l'air gentils. Non, c'est vrai, ils sont à Chelsea. En plus ils ont fait une saison l'année dernière qui était magnifique, qui a Kanté là-bas que tout le monde adore en France, donc théoriquement si t'aimes pas Chelsea tu peux au moins l'aimer pour N'Golo Kanté. Et ils ont fait un mercato, je trouve, qui était vraiment à la hauteur de l'équipe qui était Chelsea. Et ils ont des joueurs capables de faire plus qu'ils font en ce début de saison. Et 4e ou 5e, c'est pas une place pour Chelsea. Je suis assez d'accord avec toi par rapport au mercato qu'ils ont fait, aux ambitions qu'ils montrent en tout cas. Effectivement, le début de saison n'est pas incroyable. Après, je laisse le temps à compter. Il y a eu des blessures, il y a eu des remaniements, c'est vrai qu'il tente un peu des choses. On a vu qu'au début, Rudiger était titulaire, finalement là il est plus parce qu'il doit changer quelques trucs. Il faut changer aussi cette pointe. On a Alvaro Morata, c'est pas du tout le même style de jeu que Diego Costa, donc c'est pas la même chose. On a eu Eden Hazard qui était blessé, donc forcément le temps qu'il revienne un peu. Enfin, tout ça change. Il y a aussi le milieu de terrain qui change parce que Matic, c'était un élément super important la saison passée. Au final, il est parti. Même moi, je sais pas pourquoi. Hein, sincèrement, je veux dire. Pour l'argent et pour le prestige de Manchester United. Pour l'argent, parce que je pense que théoriquement, niveau prestige, il sait. Historiquement, United c'est plus fort que Chelsea. Historiquement, c'est vrai, mais au final, qu'est-ce que ça change d'aller dans un club où, historiquement parlant, il y a plus de Coupes d'Europe que dans un autre, alors qu'au final, tu as plus de chances de le gagner avec l'autre club. C'est pas faux. D'ailleurs, moi, je vais vous parler de Manchester. Je peux peut-être embrayer tout de suite sur Manchester. Transition parfaite. J'ai compris mon point de vue, ce que je voulais. Je vais vous étonner peut-être avec cette déclaration, les amis. Mais je vous dis, Mourinho égale Deschamps. Mais, attention, c'est surprenant comme déclaration, comme Mourinho égale Deschamps. Et ben, je vais vous expliquer pourquoi. Je trouve que ce sont deux coachs extrêmement pragmatiques, où il y a un très clair manque de fond de jeu. C'est chez les deux, parce que moi, aujourd'hui, avec Manchester United, je m'ennuie énormément à regarder leurs matchs. Je trouve qu'il n'y a pas de construction totale. Je trouve que des joueurs comme Martial, Rashford, etc., qui pourraient progresser énormément avec beaucoup d'entraîneurs, ne progressent plus tant que ça avec Mourinho, parce que je pense pas que Mourinho puisse les faire progresser.
Alors pourquoi je vous dis ça? C'est tout simplement que pour Deschamps, j'accepte parce que c'est une sélection nationale et qu'il n'a pas le temps de bâtir quelque chose de très fort, incroyable, puisque comme je le pense vraiment, en France, il n'y a pas de style de jeu défini, contrairement en Espagne ou en Allemagne. Mais alors Mourinho, il a le temps de construire quelque chose, il a le temps de faire quelque chose. Et il ne le fait pas. On s'ennuie, c'est défensif, on s'ennuie, il n'y a pas de jeu. Et je suis donc un peu inquiet pour United cette saison, et surtout pour la carrière de Mourinho, parce que en fait, je pense que Mourinho, tout simplement, va plus être le grand entraîneur qu'il était avant. Parce que son époque est passée, il est tombé dans une forme de caricature depuis le Real, en fait, oui, qui me déçoit beaucoup. Depuis le Real, c'est exactement ça, il est tombé. En fait, il a acquis un prestige avec ce qu'il a fait à Porto. Et avec Inter aussi, Et avec enfin, Inter, il a fait des Inter, grandes choses. Qui a été magnifique, parce que Inter Porto, c'est pas du tout du même acabit que Real Madrid, Manchester United, Chelsea. En termes financiers, pas du tout. C'est un peu. Donc forcément, donc il a acquéri quelque chose qui a fait de lui que c'était un super entraîneur. Il est arrivé au Real, c'était à stagner. Mais forcément, ça a stagné. Normalement, c'était. On a compris que Mourinho, il était un peu, il avait son petit caractère, son truc qui fait qu'on l'appelle le Special One aujourd'hui. Exact. Et du coup, même si ça n'a pas marché au Real, quand t'as un mec comme ça qui arrive, qui a du coup plein de contacts, plein de joueurs qui l'aiment et qui disent que c'est un grand entraîneur parce qu'il a accompli ce qu'il a accompli avec l'Inter ou avec Porto, du coup forcément il a des touches dans des grands clubs tels que Chelsea et tels que Mourinho et tels que Manchester United, et je pense que n'importe quel entraîneur de CFA, de championnat qui soit un petit peu intelligent, qui part dans une équipe avec 250 millions, 300 millions d'euros de budget au mercato, quand il dit ouais achète Pogba, achète machin, je crois pas que Pogba et Alvaro Morata ou n'importe qui t'aies besoin de leur faire un plan de jeu totalement détaillé de ce qu'ils doivent faire sur un terrain. Je pense que quand tu vaux 100 millions d'euros, tu sais à peu près quoi faire avec une balle. Et non, donc, bien sûr, je parle pas du talent individuel qui est ultra présent à Du Manchester. coup, quand t'as 300 millions d'euros, t'achètes des joueurs avec un énorme talent individuel, et du coup forcément ça s'est joué au foot, et t'as plus trop besoin de mettre ta patte, alors qu'il avait vraiment mis quand il était, je pense, à Porto et à l'Inter. Après, c'est plus un cas de gestion de stars ou de joueurs comme ça. Pour gérer les stars, effectivement, Mourinho sait le faire et saura toujours le faire grâce à son statut qu'il a effectivement acquis assez vite. Mais quand je le compare par exemple à Guardiola, qui, avec beaucoup de stars, hein, des mecs comme De Bruyne, Agüero, etc., il les change, ces mecs-là. Il les améliore. De Bruyne, c'est plus le même joueur. Avant, il jouait en 10, il jouait sur les côtés. Aujourd'hui, c'est un milieu de terrain. C'est ce que je dis. Non, mais c'est là où je suis d'accord avec toi. C'est ce que je veux dire, c'est que du coup, de par donc, cette notoriété qu'il a acquérie, donc en fait, c'est comme un mec ultra qui a énormément de facilité. En fait, un mec qui va acquérir énormément de facilité va se reposer totalement sur ses lauriers. C'est exactement ça. Je trouve qu'il se repose un peu sur ses lauriers. Il va totalement stagner. Et Guardiola, c'est un mec qui, en plus d'avoir des facilités, de connaître super bien le football parce qu'il a été un très bon joueur. Guardiola évolue. Il évolue. C'est-à-dire que quand tu vois le jeu du Barça et le jeu de City, il y a les grandes lignes. En fait, c'est même pas évoluer, c'est s'adapter. Mais effectivement, c'est une question d'adaptation. Et aujourd'hui, je trouve que Mourinho... C'est comme au Bayern, même s'il a pas été très loin, que ce soit en Ligue des Champions ou autre. Enfin, il a quand même été jusqu'en demi-finale. Il s'est quand même adapté. Et au Bayern, il n'a pas eu besoin en fait de recruter. En fait, il s'est adapté. On peut voir par exemple au Bayern, quand il est arrivé, le Bayern, c'est un club qui ne veut pas dépenser de sommes astronomiques pour des joueurs. Effectivement. Donc il s'est adapté, il a dit ok, je fais avec les joueurs que j'ai, acheter ces petits joueurs, que ce soit Coman, etc. Il a fait des merveilles, il a transformé ces joueurs-là. Et ensuite il est arrivé à City, où là c'est une politique où on peut dépenser de la thune à fond. Et au final il y avait déjà des joueurs de très grand calibre, donc il n'a pas acheté non plus... Il s'est quand même refait une défense... non mais concrètement, à part la défense qui s'est refaite, qui est-ce qu'il a acheté de très important? Offensivement, à part Gabriel Jesus ou même Bernardo Silva qui l'utilise pas tant que ça... Et c'est tout. Il n'y a pas grand chose. Leroy Sané, je suis pas sûr. Je crois qu'il est arrivé au moment où Guardiola était là. Oui, c'est Guardiola et Gundogan. Mais au final, lui, on l'a pas trop vu. Au final, ce sont des jeunes joueurs qu'il a transformés et que, oui, c'est vrai, il les a eu à un fort prix parce que à ce moment-là, ils étaient très bons et ils commençaient à montrer leur talent. Mais c'était pas des joueurs qu'on utilisait forcément tout le temps. C'était pas des joueurs qu'on utilisait énormément. Leroy Sané n'était pas forcément. Il était vu un peu, il commençait à être vu un peu avec la Mannschaft, mais c'était pas non plus. C'est pas non plus hallucinant. On entendait parler à Schalke, évidemment, sinon il aurait jamais été recruté par Guardiola. Mais je pense qu'il a dû visionner des trucs et se dire tiens, ce joueur je le veux. Exactement. Moi voilà, entre Mourinho et Guardiola. C'est pareil. Moi, Jesus avant qu'il vienne, je le connaissais pas. Moi non plus. Et heureusement d'ailleurs qu'il est venu à City parce qu'il fait quand même des merveilles. Donc voilà mon avis sur Mourinho. Je sais pas si vous le partagez. Si c'est le cas, vous pouvez le démontrer, le dire dans les commentaires. Je pense que ce serait. Mais on est d'accord que ça fait depuis le Real. Exactement, ça fait depuis cette période-là où il s'est vraiment caricaturé tout seul, malheureusement, et c'est un peu dommage. On va passer à la Ligue des Champions.
On est à 20 minutes de vidéo, c'est le moment de parler de la LDC. Et donc la LDC forcément, Vasco, quel est ton avis sur la Ligue des Champions? Je crois que c'est Tottenham, n'est-ce pas? Et oui, et pourquoi Tottenham? Parce que dans la vidéo précédente qu'on avait fait, on avait un peu donné notre avis parce que c'était la veille donc, du match Real Madrid-Tottenham. Et donc on avait chacun un avis sur le match. Et moi j'avais plutôt dit que Tottenham poserait des problèmes au Real Madrid. Et c'est en fait exactement ce qui s'est passé. Voilà. Franchement, ce match-là était incroyable. Alors, si Lloris n'est pas là, je sais pas si le Tottenham s'impose. Oui, mais même. Mais alors, le match, Tottenham est vraiment très très fort cette saison. Hein. Moi, j'ai envie de les regarder jusqu'au bout. Et je pense qu'ils vont faire mal en Ligue des Champions. Ils donnent très envie quand je vois leur équipe. En fait, t'as envie de changer presque rien. Ce qu'il faut changer, c'est le banc et peut-être ce côté gauche. Moi, je sais pas pourquoi, mais j'aime pas trop Son. Voilà, bah, moi non plus, mais il est performant. Il est performant. Sur le match contre Liverpool, il a été. Il est au niveau. Il met un doublé, non? Exactement, oui. Il est largement au niveau, mais c'est pas forcément lui qui joue. Hein. On se rappelle que Sissoko est aussi titulaire et il a fait plus de matchs que Son cette saison. Enfin, il joue plus côté droit, Sissoko. Oui, mais du coup, Eriksen joue à gauche. Exactement. Mais du coup, c'est Sissoko qui a joué contre le Real Madrid. Oui, ça fait plaisir. Et on a vu un côté droit déjà ultra performant en parlant de Sissoko et Aurier, qui a su manger, donc entre guillemets, Marcelo, Ronaldo. On sait que c'est très compliqué. Petit bémol. Bon, Aurier, c'est lui qui fait la passe décisive. Mais il fait le penalty aussi. Mais malheureusement, il fait le penalty. Ce qu'on disait aussi avec Boulistrade, c'est que le penalty, s'il n'avait pas accordé, ça aurait pas été choquant, mais la faute y est. La faute existe, mais elle n'est pas énorme, effectivement. Voilà. Moi, qui suis premier mec à tacler Aurier, j'avoue que là, si le penalty n'est pas sifflé, je me dis tiens, bon, mais je suis pas non plus là en train de me révolter. Et donc Tottenham, c'est une équipe qui, cette saison, on voit qu'elle a évolué, elle a appris de l'année dernière, de l'année d'avant, où il y a des joueurs qui ont explosé comme Dele Alli, Harry Kane. Harry Kane, il est vraiment sur la continuité, Dele Alli, c'est la même chose. Et ils sont déjà basés sur quand même une base qui est assez solide. Moi, je parle de Vertonghen et Lloris, qui est une base de défense déjà super importante. Là, ils y ont incorporé Sanchez. Parce que c'est vrai que Vertonghen, il joue aussi latéral gauche, notamment avec la Belgique, où il est toujours latéral gauche. Oui. Et du coup, c'est Sanchez qui prend sa place en défense centrale, qui est très très bon. Oui. J'espère le retour très prochainement de Danny Rose, qui est quand même un des meilleurs latérales de Première Ligue, donc vraiment il est à la hauteur. Et donc il y a cette base. Après, il y a des milieux de terrain que je trouve très impressionnants depuis la saison, qui sont Wanyama, Dembélé, d'ailleurs qui est aussi là, qui a explosé la saison passée, la saison d'avant. Et puis il y a aussi Wings qui arrive là, le jeune. Le tout jeune, ouais, qui est intéressant. Qui est vraiment très bon. Et Eriksen qui est là aussi depuis pas mal, qui a une qualité de passe, il nous régale. Franck est génial. Donc c'est un peu ma petite parenthèse Tottenham qui me fait vraiment plaisir. Et moi je vois pas ce qu'on voudrait, ce qu'on pourrait changer à cette équipe qui concrètement même a l'une des meilleures défenses, et si ce n'est la meilleure défense. Là je vous parle de Première Ligue parce que je peux pas que dire en Ligue des Champions, mais de Première Ligue. Oui, bien sûr. Et en plus, c'est pas comme si... Ouais. La malédiction. Exactement, et puis en plus de ça, c'est pas comme si cette équipe avait un énorme budget comparé au City ou au United. Moi, à mon avis, je vais vous poser une question, vous auditeurs. Je ne comprends pas pourquoi l'Atlético et Dortmund sont en difficulté cette saison en Ligue des Champions. Très intéressant. Je ne comprends pas. Entre Dortmund qui fait un bon début de saison en Bundesliga, qui dans le jeu me plaît, je retrouve des choses de l'année dernière tout en voyant de nouvelles choses avec ce nouvel entraîneur qui me plaît, de Bauer, là, le nouvel entraîneur. Il est vraiment ce qu'il est en train de construire est intéressant malgré les départs, dont celui de Dembélé qui a quand même fait mal à l'effectif de Dortmund. Mais contrairement à Monaco, les départs n'ont pas fait de mal. Exactement, cette équipe. En championnat, les premières. Les faux départs aussi n'ont pas fait trop de mal avec Aubameyang qui continue de carburer en Bundesliga, mais en Ligue des Champions, c'est une catastrophe. 2 défaites face au Real et face à Tottenham, et puis un match nul catastrophique à Nicosie. Donc c'est quand même une petite honte finalement pour ce genre d'équipe-là. Et puis l'Atlético, pareil, ils font un bon début de saison en Liga. Ils m'ont bien plu face au Barça, malgré le match nul. Ils m'ont bien plu face à Séville lors d'une victoire 2-0. Tous les spécialistes nous disent qu'ils sont en train de revoir l'Atlético de 2014-2015. Alors ça se voit pas en Ligue des Champions, 2 défaites, 2 matchs nuls, pardon. Moi sincèrement, même en championnat, ça se voit pas énormément. Hein. Ah si, moi, ils sont quand même 3ème à quelques points du Barça. C'est vrai. Au même niveau que Valence qui fait un début de saison
incroyable. Et devant le Real de Madrid. Donc pour moi, le début de saison est très bon en Liga. Mais alors en Ligue des Champions, c'est une catastrophe. Est-ce que tu peux me donner une début de réponse, Vasco, sur cette catastrophe pour ces deux équipes-là en Ligue des Champions? Est-ce que t'en as une déjà? Parce que si t'en as pas, je comprendrais, j'en ai pas non plus. Mais... Merci beaucoup pour Bonne cette réponse, question. Vasco. Non, mais sincèrement, je pense que quand même, il y a peut-être un cycle qui se termine à l'Atlético, que ce soit en Ligue des Champions avec Diego Simeone, parce que on voit même l'Atlético, ils font pas des mercato. Là, ils changent pas grand-chose. Ils pouvaient pas changer parce qu'ils ont eu une interdiction. Au final, ils ont quand même recruté. Diego Costa et Vitolo. Mais d'ailleurs, ça va être très bon, mais il faut du renouveau. Je pense que c'est ça qui peut les aider. Ouais, effectivement, après, peut-être. Peut-être que Dortmund, c'est juste le fait qu'il y ait une saison de transition qui fasse que ça bloque peut-être en Ligue des Champions. Parce qu'en championnat, ça marche très bien. En championnat, ça cartonne, ils sont leaders. Donc, alors, ils ont vois, perdu contre Leipzig, mais... Pourquoi est-ce qu'en Ligue des Champions, ça marche pas, alors que pourtant, quand toutes les équipes arrivent en Ligue des Champions, elles ont cette niaque. Et en plus, quand tu es dans un groupe comme Dortmund, théoriquement, je peux comprendre que des équipes, imaginons tu tombes dans un groupe, t'es Monaco, le Paris Saint-Germain, n'importe qui, Dortmund, Atletico, tu tombes dans un groupe où t'as l'Apoel Nicosie, FC je sais pas trop quoi, FC je sais pas trop qui, tu connais pas. Peut-être que ça passe cette niaque. Et un autre club qui est moins connu, l'Apoel Nicosie. Yep. Non, mais à chaque match, t'as envie de te défoncer. T'es là, tu te dis, je vais jouer au Bernabeu, je vais jouer à Wembley, je vais jouer dans des stades mythiques. T'as pas envie d'être là et de te prendre des raclés à chaque fois. Ouais, parce que 3-0 et 3-1, ça fait mal, hein. Et pour moi, c'est une équipe qui est théoriquement... Non, 2 fois 3, du même acabit que Tottenham ou que le Real. Mais encore une fois, c'est une équipe qui est moins soudée que le Real et Tottenham, qui se jouent entre guillemets avec les mêmes joueurs depuis au moins 3 ans. Exactement, il y a un cycle qui continue dans ces deux équipes-là qui est assez impressionnant. On peut maintenant passer à la Ligue Europa, si vous le voulez bien, les amis. Vasco, tu voulais nous parler de l'Olympique lyonnais, qui t'a plu face à Everton. Oui, franchement, on en parlait, ils enchaînaient depuis longtemps des mauvais résultats en championnat. Et au final, alors qu'on pensait qu'on voulait qu'il y ait cette semaine noire, tu sais, de faire égalité ou de perdre en Ligue 1 et aussi de faire la même chose en Europa League. On a toujours évidemment envie que les clubs français réussissent. Mais là, concrètement, là, ils ont fait quelque chose, ils ont fait un beau match. Je sais pas comment vous expliquer, mais même je l'ai trouvé vachement plaisant. Et en fait, dans cette équipe, Genesio, il a lancé des jeunes joueurs qui étaient totalement inconnus. Moi, Aouar, par exemple. Sur le côté, c'est ça, l'attaquant gauche. Ouais, qui remplace Depay, mais qui jouait dans l'axe aussi. Il y avait le numéro 8 aussi. C'est Aouar, ça. Ah, okay. Et il y a Ndombele et il y a un autre sur la gauche qui l'a fait rentrer. Qui a joué Maoulida. C'est ça. Et franchement, ça a été impressionnant. Déjà, je crois qu'ils ouvrent le score sur penalty. Oui, Fekir qui ouvre le score. Après, il y a en seconde mi-temps, donc il y a échauffouré dans la surface avec Williams, le gallois. Exactement. Au but de Williams sur corner, juste après dans la foulée de cet événement. Mais ils ont su rebondir et en fait, depuis la contre Monaco, j'ai l'impression qu'ils ont cette petite confiance qui leur manquait, effectivement. Ouais, c'est ça. Après, moi, je m'enflamme pas trop parce que quand tu te souviens bien, ils gagnent contre Monaco 3-2 face à un Monaco vraiment bis à ce moment-là, dans un système qu'ils ne connaissent pas, avec des joueurs qui manquaient et ils gagnent à l'arrache grâce à un Fekir exceptionnel. Everton, c'est pareil, c'est une équipe qui était en grande crise et d'ailleurs son coach a été licencié ce week-end après une claque reçue par Arsenal 5-2, un derby quand même. Avec un Lacazette buteur d'ailleurs notamment. Et puis ils ont battu 3-5-0, mais bon 3, voilà, c'est quand même pas c'est pas l'adversaire le plus difficile à battre aujourd'hui. Et puis en plus de ça, si tu te souviens bien aussi, il y a un coup franc à 1-0 de Raoui qui passe à quelques centimètres du poteau gauche. S'il rentre, il y a un partout, c'est pas la même chose. Donc moi je m'enflamme pas, mais très belle semaine des Lyonnais, et contre Everton ils ont montré un caractère effectivement qu'ils n'avaient pas montré encore jusqu'alors. Oui, en fait c'est plus, quand je parle de cette victoire de Lyon, c'est pas forcément d'un point de vue footballistique et de ce qu'ils ont fait sur le... C'est surtout d'un point au niveau du caractère qu'ils ont montré. Oui, évidemment ils ont bien joué, hein. C'est évident, et d'ailleurs c'est... comment ça s'appelle Traoré. Du Madjer. Ouais, beau but, beau but. Franchement j'aime beaucoup. Très beau but. Et puis... moi je voulais parler de l'Olympique de Marseille vite fait, parce que bon, moi, comment ne pas parler de l'OM, c'est compliqué. J'en ai pas parlé en Ligue 1 déjà,
souligner l'effort, j'en parle en Ligue Europa. Après donc l'Olympique de Marseille s'est imposé 2-1 face au Vitoria Guimarães, un adversaire de très mauvaise qualité, on va pas se mentir, c'est pas un gros adversaire, mais quand même, l'OM a gagné en ayant fait tourner. Et donc ça montre que l'Olympique de Marseille a peut-être plus de bons que l'on peut le croire, avec des joueurs qui m'ont globalement plu. J'ai bien aimé Morgan Sanson en numéro 10, et j'aimerais le revoir. Payet aujourd'hui, je le trouve plus bon, donc pourquoi pas Morgan Sanson à ce poste-là. J'ai bien aimé également la performance de NJ sur le côté, de Ocampos pardon, qui moi me plaît toujours autant, et tu peux peut-être même mettre NJ à ce niveau-là. Le milieu de terrain sans Luis Gustavo ou avec Luis Gustavo c'est pas la même chose, mais avec Zambonguissa ou sans Zambonguissa, ben on peut faire. On a des mecs qui peuvent jouer à ce poste-là. Défensivement, Abdenour, je l'ai trouvé plutôt correct. On a des latéraux à part Evra qui sont pas mauvais. Donc finalement, l'Olympique de Marseille peut peut-être espérer un parcours en Ligue Europa intéressant sans se cramer trop en championnat. Et c'est pour ça que moi je suis plutôt content à l'issue de cette journée de Ligue Europa de voir que l'Olympique de Marseille peut rêver un peu plus qu'un simple parcours difficile en Ligue Europa. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Je n'ai aucun avis. Et ben je pense que c'est pas mal. On peut maintenant passer à l'avis en plus. Donc vraiment, on a forcément quelque chose dont on voulait parler, dont on n'a pas encore pu parler. Et ben c'est maintenant qu'on rentre. Je ne vais pas rester 3 heures sur le sujet, j'ai qu'une chose à dire, moi c'est Gonzalo Guedes. C'est vrai qu'il est pas terrible en ce moment. Franchement, entre ses buts de qualité, ses passes décisives et tout, je le trouve pas très bon. Pas au top de sa forme. Tu vois, quand je me dis, bon, au PSG, tu vois l'effectif, t'as Lucas, tu vois, ce genre de joueur, et que t'as Guedes qui flambe à l'étranger, franchement, le PSG s'en sort bien. Autant garder Lucas. Moi, le gros regret que j'ai en ce moment avec le PSG, c'est que également les jeunes joueurs sont très peu utilisés, que ce soit Guedes même Lo Celso ou Lo Celso. Voilà, Lo Celso, c'est un super joueur à chaque fois qu'il rentre, et il est pas rentré une fois lors du Classico, alors qu'il aurait dû rentrer. Plus amplement dans une autre vidéo. Mais je suis pas sûr que ce soit que le problème d'Emery, c'est ça le problème, c'est que je pense que c'est un problème général. Il a peut-être pas beaucoup de choix non plus. On pourra parler donc du Paris Saint-Germain. Le mercato d'hiver va être très important. En interne. Il va être très important ce mercato d'hiver. Qui vont-ils vendre? Oui, ça, c'est pas qui vont-ils acheter, c'est qui vont-ils vendre. Qui vont-ils vendre? Du coup, je vous propose, on se trouvera tout ça dans une vidéo, et puis tu nous as pas dit ton truc en plus. Ah bah mon truc en plus, c'est tout simplement de dire que Mariano Diaz, le buteur de l'Olympique Lyonnais, alors je vais pas parler de sa querelle. Ancienne star du Real Madrid. Ancienne star du Real Madrid qui a joué 20 minutes. Non, plus sérieusement. Il a marqué. Mariano Diaz, c'est probablement l'une des meilleures recrues de l'Olympique Lyonnais depuis très longtemps. Alors, ça peut en étonner certains, beaucoup ne l'aiment pas. Je suis pas un grand fan de Mariano Diaz, mais bon, 8 buts. 8 buts en ce début de saison, c'est énorme. J'ai regardé une statistique. Lisandro Lopez, qui est une des figures majeures de Lyon, on était à 5 au même stade. Donc Mariano Diaz fait un début de saison incroyable, il marque beaucoup, son style de jeu agace, il perd des ballons, et même en plus il en perd de moins en moins. Vu que Lyon, ces dernières saisons, les transferts c'était quand même jamais très bien, là entre lui et peut-être aller à la limite Ndombele, s'il continue sur sa lancée, bah je pourrais dire que, ou Kenny Tété aussi qui est pas mal, je trouve que finalement ce mercato de Lyon a été dans l'ensemble plutôt pas mal réussi, et que Mariano en tête est vraiment l'une des meilleures recrues je trouve de l'OL depuis très longtemps. Voilà. Est-ce que tu aimes bien ce joueur Vasco? Bah écoute, c'est un attaquant, tant qu'il marque et qu'il fait la peur de Lyon. J'aime bien cette généralité, c'est un attaquant, tant qu'il marque, voilà. J'ai fait le pas à l'instant. Donc j'aime pas forcément... T'es pas un grand fan quoi. Moi je l'aime bien, je trouve que, en tout cas c'est à mais il suivre à marque, voir. c'est ce qu'on lui demande de faire et tant mieux. Et puis en plus il permet à Nabil Ancien Fekir joueur de aussi de Real pouvoir Madrid, jouer bien, donc, enfin bon, franchement c'est intéressant. Donc c'est sur ce qu'on peut dire que la vidéo est terminée Vasco. Exactement. Qu'on se le dise, on aura mis 34 minutes, c'est une grosse émission de qualité, vraiment. Elle est très grosse. Très grosse, comme l'actualité football. Mystique. Oui. Merci beaucoup Vasco. Est-ce que tu peux informer les gens sur le fait qu'ils peuvent faire pas mal de choses pour nous confirmer leur amour? Vous pouvez déjà commenter, et du coup, par le biais de ces commentaires de votre avis, Oui. vous pouvez ensuite liker, Oui. partager, Oui. donc entre guillemets nous faire de la publicité. Et c'est Exact. à peu près tout ce que vous pouvez faire, ou même aller voir sur nos chaînes, que ce soit Facebook ou Twitter, pour plus d'informations et aussi plus de notifications si vous voulez voir toutes les vidéos qui sortent. C'est pendant la semaine. magnifique. Et ne nous insultez pas aussi. Voilà. On n'est pas là pour se faire insulter, Voilà. on est là pour débuter et apprendre dans le foot. Exactement. Il y a un certain mec là, je sais plus comment il s'appelle, mais Vasco a sorti une vidéo. Bon, il était énervé à l'issue de cette rencontre, comme beaucoup de gens, moi le premier d'ailleurs. Et des insultes sont parties. On fait pas ça. Mais non, ça sert à rien. Sauf si t'as 12 ans, parce que t'as vu que les... aussi s'est fait insulter. Ouais, mais moi ça me fait rire, je suis un peu un fou.
Non mais plus sérieusement, il y a que des enfants de 12 ans qui mettent des bras d'honneur et des doigts d'honneur dans... C'est vrai. Pas des grands garçons comme vous qui commentez sur YouTube. Hein? Surtout qu'on est là pour parler foot et en plus c'est donner son avis. Oui, on est là pour parler d'amour, on est là pour parler de joie et de bonne humeur. Bull Strike en même temps. Oui, je dis n'importe quoi. Bon, merci Du coup, beaucoup sur d'avoir ce- regardé cette émission. Exactement. Et vous pouvez regarder évidemment nos autres vidéos qui sont nombreuses, vraiment très nombreuses. Vraiment, très nombreux. Vous avez du À temps chaque sur fois la planche que, cuillère. à chaque fois que je regarde notre nombre de vidéos, j'ai des battements au cœur. Je me dis, oulala, Je on veux a pas vraiment savoir- fait tout Je ça. veux pas savoir ce que t'as en plus. Merci beaucoup et à bientôt sur la chaîne Foot News.